Deuxième partie de notre émission, Territoire d'info, avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télévisions locales de France à travers le réseau VIA et TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, bonjour, c'est Benoît Hamon. Vous êtes fondateur de Génération S, Benoît Hamon, ancien candidat à l'élection présidentielle. Pour vous interroger, à mes côtés, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour Cyril. Et bonjour Hervé Favre de La Voix du Nord. Bonjour. Benoît Hamon, on en vient tout de suite aux annonces évidemment du président de la République depuis l'Élysée hier soir. Est-ce que vous dites stop ou encore? Est-ce que les Gilets jaunes doivent-ils cesser leur mouvement? Écoutez, la première leçon de l'intervention du président de la République, c'est que la lutte paye. La mobilisation, elle obtient un résultat, sans doute peu, trop peu, mais elle a obtenu un premier résultat. Depuis combien de temps n'a-t-on vu un mouvement social obtenir des résultats? Je crois depuis le CPE. Ça remonte à très 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 loin, en fait, le moment où finalement la société dit non à une proposition de réforme du gouvernement et obtient satisfaction. Et là, on a deux reculs, à la fois sur les taxes carburant, désormais sur la CSG, sur quelques mesures de pouvoir d'achat. Alors c'est sans doute trop peu. 11 milliards, c'est trop peu. 11 milliards. Le problème, c'est pas de dire 11 milliards. La question, c'est qui paye les 11 milliards déjà, et on verra que les riches, eux, ont encore réussi à passer entre les gouttes. C'est-à-dire que ceux qui sont toujours protégés, mais systématiquement, d'ailleurs on a l'impression que le président de la République s'adressait encore à eux hier, ceux qu'il protège systématiquement de toute contribution, qui l'exemptent de toute contribution, ce sont les gros actionnaires, les entreprises polluantes, les banques, les plus riches. Mais donc il y a 10-11 milliards, la question est de savoir est-ce que ça répond aujourd'hui à la convulsion sociale contre l'injustice et les inégalités dans le pays. Il faut qu'il continue. C'est pas à moi de dire stop ou encore. Il y a des mouvements sectoriels dans les hôpitaux, dans les lycées. Il y a toujours les gilets jaunes et on verra ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est que si cette mobilisation a payé, pour partie, et qu'il faut le noter, parce que moi je trouve que c'est aussi bon pour la démocratie que ce gouvernement le président de la République ait été obligé de regarder le réel, c'est-à-dire de descendre en bas pour regarder les conséquences des choix politiques qu'il faisait, notamment sur les retraites. Très concrètement, une baisse de la CSG pour les retraités les plus modestes, une hausse du SMIC, est-ce que c'est un coup de barre à gauche? Non. D'abord, il annule une mesure qui n'aurait jamais dû être prise, la hausse de la CSG. D'abord, vous noterez qu'à 2001 €, vous êtes assez riche pour payer de la CSG, mais par contre, à 1 million d'euros, vous n'êtes pas assez riche pour payer de l'ISF. C'est quand même assez incroyable dans ce pays qu'aujourd'hui, on continue à mettre sur le dos de retraités. Honnêtement, 2 000 €, c'est pas beaucoup. Et malgré tout, à 2001 €, vous aurez l'augmentation de CSG. Donc, il n'y a pas de coup de barre à gauche. Sinon, il y aurait des services publics, sinon, il y aurait une protection sociale qui se renforce, sinon, il y aurait des protections des salariés dans le travail. La réalité, on va prendre encore une autre mesure. Vous avez écouté le président de la République, il y avait quand même du Sarkozy dans le président de la République, et on a vu, j'ai l'impression de le voir réapparaître. C'est débat sur l'identité nationale, l'immigration, la laïcité, quelque chose qui ressemble bien à du Éric Besson revisité plus Nicolas Sarkozy. Puis d'autre part, la défiscalisation des heures supplémentaires, dont je rappelle que la conséquence est de faire travailler plus ceux qui ont déjà un travail et pas de permettre l'embauche de ceux qui n'en ont pas. Benoît Hamon, vous reconnaissez effectivement qu'il y a quand même des acquis, que voilà, que c'est des reculs, ouais, deux reculs. Ouais. Deux reculs importants qui étaient même à la base du mouvement. Est-ce que c'est pas le moment pour les partis de gouvernement ou qui ont participé au gouvernement d'appeler au calme et de dire on peut pas continuer un mouvement qui coûte quand même aussi des milliards à l'économie française? Mais Hervé Favre, moi je veux regarder la réalité en face. Profondément, ce qui explique qu'à ce moment-là, des Français se soient mobilisés, en dehors de tout engagement partisan, avec d'ailleurs des colères qui se trompaient de cible, quand on ciblait par exemple les assistés pour expliquer qu'on allait mal soi, tout ça était puissant, parfois désordonné, violent, et en même temps extrêmement sincère. Qu'est-ce qui explique tout ça? La profonde injustice d'un pays dans lequel, aujourd'hui, en dépit de la richesse considérable de ce pays, cette richesse reste concentrée en quelques mains et cette richesse ne contribue pas, ou de moins en moins, à l'intérêt général. Et ce que je veux dire, c'est qu'on n'aura rien réglé, et le président de la République n'a pas fait le début du commencement de quelque chose sur ce terrain, si on ne revoit pas la question de la contribution des plus riches. Et mon point d'inquiétude majeur aujourd'hui, c'est cela. Il a maintenu l'ISF contre vents et marées. Mais on attendait quand même que dès lors qu'on, finalement, ne met pas la transition écologique sur le dos des automobilistes, le tic-tac climatique, il continue.
Le compte à rebours, il ne s'est pas arrêté pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et moi, j'attendais que le président de la République, sur la contribution des entreprises polluantes, le fait que les banques françaises continuent à financer à coup d'investissements massifs et à gagner de l'argent les extractions fossiles, qu'elles soient mises à contribution. Expliquez-nous votre position, parce qu'il y a encore quelques jours sur l'augmentation de la taxe carbone, vous disiez il faut qu'elle se fasse au 1er janvier. Et puis tout à coup, vous avez changé d'avis, sans doute en voyant les images des Gilets jaunes. La trajectoire carbone, qui est une trajectoire dont on reparlera, qui vise à augmenter le prix de la tonne carbone pour pouvoir aujourd'hui décarboniser l'économie. De toute façon, elle est inscrite. Et elle est inscrite et on n'en changera pas. Il y a une trajectoire, et il y a une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Je me réjouis, je veux même qu'elle soit aujourd'hui rehaussée. Ce que je dis simplement, la question est de savoir qui finance la transition écologique. La réponse du gouvernement, c'était l'automobiliste et exclusivement l'automobiliste, sans penser une seule seconde à celui qui n'a aucune alternative. C'est-à-dire que le même gouvernement qui ferme des lignes de train, le même gouvernement qui vous ferme des hôpitaux et des maternités, vous pousse à faire 70 km pour aller accoucher, etc., et qui vous dit, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre votre voiture, et le même qui vous dit, c'est à vous qu'on va faire payer la transition écologique. Total, qu'est-ce qu'il paye? Total, il paye quoi? Rien. Total, elle reçoit du CICE, financé par quoi? Par le produit de ces taxes-là. C'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant. Que paye BNP Paribas, la banque d'un monde qui change, qui a fait combien de milliards d'investissements dans les énergies fossiles et si peu dans les énergies renouvelables? Combien paye la Société Générale ou le Crédit Agricole? Ces banques sales qui aujourd'hui financent les extractions fossiles et ont un très joli slogan. C'est tout vert, c'est tout joli. On a 2-3 petites start-up écolos qu'on finance et qu'on met en avant, mais derrière... En attendant que ces grandes entreprises soient mises à contribution, mais c'est quand même un jour ou l'autre. Non, mais la question qui se pose... Il est normal que les petits payent, mais pas les gros. La question qui se pose, effectivement, c'est comment on finance les 10 ou 11 milliards que représentent ces annonces. Est-ce qu'il faut se libérer du carcan des 3%, comme on dit en tout cas, si le gouvernement décide de ne pas mettre à contribution les riches, là où est l'argent, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une richesse, et le gouvernement dit on n'y touche pas. Au nom, écoutez Emmanuel Macron, du fait que plus ces gens seront riches, mieux vous vous porterez. Bon, personne n'a jamais vu le début du ruissellement d'une goutte d'eau qui tombe miraculeusement dans sa gorge, mais c'est comme ça. Donc, à partir du moment où on n'y touche pas, qu'est-ce qui reste? Ou les déficits, ou la réduction de la dépense publique. Moi, ce que je redoute, je vais vous dire, vu le dogmatisme d'une partie de ceux qui nous gouvernent, à Bercy autour de M. Le Maire et Darmanin, à Matignon autour de M. Philippe, Emmanuel Macron lui-même, c'est-à-dire tous ces produits de l'inspection des finances, qui regardent les 3% de déficit public de manière plus religieuse que la question de la dette écologique et du climat. C'est-à-dire que vous avez l'impression que ces 3%, c'est plus important que 2 degrés de plus pour la planète. Donc je ne crois pas qu'ils bougeront là-dessus et vont donc réduire la dépense publique. Qui va payer les frais de tout ça? D'abord, les grands absents du discours du président de la République, les fonctionnaires. Personne n'en a parlé, surtout pas lui. Et fondamentalement, demain, on va avoir une rétraction ou une compression du service public qui va venir financer ces mesures-là. Je ne pense pas que le retraité y soit gagnant. Parce que beaucoup des retraités qui protestaient disaient quoi? Ou des salariés. Pourquoi je paye 1000 à 2000 euros d'impôts et que j'ai le droit à 4 fois moins de services publics que dans les métropoles? Pourquoi j'ai moins de maternité, moins d'accueil de jour pour Alzheimer pour les anciens, moins d'écoles, etc. Donc c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui sur l'aménagement du territoire. Quand le gouvernement annonce qu'il va mettre à contribution les géants du numérique, ceux qu'on appelle les GAFA, il a essayé via l'Europe, c'est compliqué, mais il dit que sinon, il le fera dans le cadre français. Est-ce que là-dessus, ça va dans le sens de ce que vous dites bravo au gouvernement? Mais moi, je suis pour la mise à contribution des GAFA, je le défendais. Donc s'il y parvient, je dirais évidemment que ça va dans le bon sens. Mais je voudrais qu'on essaye d'aller un peu plus loin, justement, sur ce débat-là. Il apparaît aujourd'hui qu'on a une transformation de notre outil industriel et même notre secteur économique qui fait davantage de place à l'intelligence artificielle, le numérique, les robots, etc. etc. Et ces machines créent de la richesse. Mais cette richesse, quand elle est créée, n'est pas mise à contribution comme elle l'était quand c'était un travailleur qui la produisait. Vous remplacez un homme par une machine... Votre taxe sur les robots... Non, mais c'est pas une taxe, en fait. Mais la taxe sur les robots, c'est en fait une taxe sur la richesse créée. Elle dit simplement qu'une entreprise qui fait 1 million de chiffre d'affaires avec uniquement des machines et une autre qui fait 1 million de chiffre d'affaires avec uniquement des hommes, il n'est pas normal que celle qui a des salariés paye des cotisations pour les retraites et l'autre ne paye rien du tout. Sinon, c'est un encouragement à remplacer les hommes par les machines et c'est surtout une mise en danger de nos systèmes de retraite. Donc oui, je pense qu'il faut aller plus loin dans ce domaine-là. Benoît Hamon, le fondateur de Génération S, est notre invité politique ce matin. Vous êtes ancien ministre de l'Éducation nationale. Mardi noir dans les lycées. Sur les réformes annoncées depuis plusieurs mois,
Pourquoi cette soudaine flambée? Vous le liez aux Gilets jaunes quelque part? Michel Blanquer, et je me disais, il est ministre de l'Éducation nationale, il a sous les yeux un mouvement social, non pas celui des lycéens, celui de leurs parents, qui montre qu'à un moment, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et que cela concerne toute la société. Et bien pour les enfants, il se passe exactement la même chose. C'est pas parce qu'on a eu un début de concertation sur la réforme du bac que la qualité des études est bonne dans tous les lycées. Surtout quand on demande beaucoup d'efforts aujourd'hui au second degré pour payer la priorité au premier degré, et que son gouvernement a décidé d'interrompre la priorité que nous avions fixée, qui était l'augmentation du nombre d'adultes dans les établissements. Comment? En finançant quelques postes supplémentaires dans le primaire, par des suppressions de postes dans le second degré. Donc on a aujourd'hui des établissements du second degré, collège et lycée, dans lesquels il y a moins d'adultes. Il y a, ayez ce chiffre en tête et vérifiez-le, mais il y a en Seine-Saint-Denis, quand on regarde la scolarité d'un enfant, il va passer 1 an sur toute sa scolarité sans prof. Quand on cumule le nombre d'heures passées sans un professeur faute d'effectifs devant lui. On est aujourd'hui confronté à cela. Bon, il y a un mouvement lycéen. Il y a un mouvement lycéen et reconnaissez que depuis quelques mois, ces mots d'ordre n'avaient pas pris, que ce soit sur Parcoursup ou sur la réforme du bac. Les lycées n'étaient pas en ébullition. Comme les mots d'ordre sociaux n'avaient pas pris précédemment, et ils prennent là. Et aujourd'hui, s'ils prennent, c'est que fondamentalement, il y a de la frustration, du mécontentement, finalement une espérance éteinte. Et moi, je regarde l'attitude du gouvernement à l'égard de la jeunesse, très violente quand même. Parce que l'usage et le déclenchement de la force est immédiat. C'est la première fois que l'on voit une répression aussi violente et aussi immédiate. Alors, c'est un mardi noir aujourd'hui. La seule chose que je peux souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas de bavure, qu'il n'y ait pas de blessés graves, ou pire, qu'on ait un mouvement où on fasse un usage proportionné de la force à l'égard de mineurs. Donc d'enfants, de grands enfants, parce que ce sont nos enfants qui vont être dans la rue. Et ben je leur dis aussi que la violence, elle abîme un mouvement, et que la force d'un mouvement, c'est de pouvoir se faire entendre de tous. Et on l'a vu notamment sur les Gilets jaunes. Mais attention, parce que moi, des témoignages qui me sont remontés, je constate que l'usage de la force a été immédiat et d'une grande brutalité, comme le montrent les témoignages de nombreux adultes, enseignants, chefs d'établissement ou parents. Pas normal qu'il y ait autant d'interpellations. On peut se dire que oui, il y a des débordements, mais là, on sent une vraie volonté de réprimer immédiatement. Dernière chose, Mantes-la-Jolie. Qui n'a pas vu la violence symbolique de tout ça? Mais qui manifestement venait après aussi des violences exercées par... Il faut rappeler les images, images d'enfants, de lycéens. Je viens de condamner. Ça a choqué tout le monde. Vous vous satisfaisez de jeunes à genoux, dans le contexte, les mains derrière la tête, ou avec un serre-fil dans le dos, alignés contre des murs, la police autour, qui fait des commentaires. Le jour où les profs donneront des leçons aux policiers sur le maintien de l'ordre, que les policiers arrêtent de donner des leçons aux profs sur la manière On ne peut pas exclure un geste isolé de la hiérarchie, c'est pas forcément des ordres du gouvernement. C'était extrêmement choquant. Moi, ça continue de me choquer. C'est devenu le symbole de la façon dont ce gouvernement se comporte avec sa jeunesse. Je me rappelle cette phrase, je trouve très forte, François Mitterrand. Parfois, la jeunesse a tort, mais le pouvoir qui la méconnaît ou la-bas, lui, a toujours tort. Benoît Hamon, il va y avoir une échéance électorale. À un moment, il faut aussi retourner devant les urnes. Est-ce que vous encouragez d'ailleurs les Gilets jaunes à s'organiser et à déposer une liste aux européennes? Est-ce que ça aura un sens? Écoutez, ils feront ce qu'ils voudront, mais surtout, je crois qu'il y a différents collectifs. C'est pas forcément très homogène politiquement. Donc, peut-être qu'il y aura une liste des Gilets jaunes ou de certains Gilets jaunes. Elle sera pour partie représentative du mouvement, pour partie pas. Écoutez, ça c'est le jeu politique, on verra bien, et le jeu politique et électoral, et on a encore quelques mois pour y voir. Et s'ils ne font pas leur liste, est-ce que vous pourriez en accueillir sur votre liste? Mais il y a des gilets jaunes dans tous les mouvements politiques. La particularité de ce mouvement, c'est qu'il était transpartisan, et avec d'ailleurs des revendications qui pouvaient parfois surprendre, tant on avait l'impression qu'elles regardaient des fois dans 2 directions différentes. Donc ça, la force de ce mouvement, justement, c'est d'être soutenu par à peu près 2 Français sur 3. Et dans des 2 Français sur 3, il y en a forcément de droite, forcément de gauche, forcément d'extrême gauche, forcément d'extrême droite. Et au milieu,
Ni droite ni gauche. Alors vous avez même des macronistes chez les Gilets jaunes. Vous avez dit que vous serez à la tête d'une alliance citoyenne. Alors deux choses, avec qui? Parce que l'espace entre la France insoumise et les Verts est quand même petit. Et puis vous avez ajouté que vous étiez le plus populaire à gauche. Alors selon quel sondage Tous, il suffit que vous regardiez. Mais ça c'est votre boulot en général. Alors moi, je vais vous citer le baromètre Doxa qu'on a publié donc, dans la Voix du Nord. Vous étiez effectivement pour les sympathisants de gauche au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon, mais avec Ségolène Royal qui arrive pas loin. Donc est-ce qu'elle va Moi pas je aussi dis ça parce que tromper je le jeu à regarde les gauche choses dans la durée, c'est le cas, et dans la durée dans les instituts, mais je ne veux pas en faire la seule explication de mon engagement. Je prends l'Europe au sérieux. Je pense que ne pas la prendre au sérieux, ce serait d'abord considérer qu'on peut se passer d'un engagement de l'Europe dans la lutte contre le réchauffement climatique, qu'on peut se passer d'une démocratisation de l'Europe au moment où les nationalismes montent partout. On est dans un piège. La mâchoire, c'est quoi? Les libéraux qui vous disent « attention, les nationalistes arrivent », et les nationalistes qui vous disent « l'Europe est responsable de tout ». Moi, je veux incarner un message positif sur la question écologique, démocratique et sociale. Et je le ferai au cœur d'une alliance citoyenne. Vous la verrez, elle se construit. Je vous le dis, très confiant, moi. Je regarde les choses avec beaucoup de lucidité et il me semble aujourd'hui qu'on a besoin de dirigeants politiques qui prennent l'Europe au sérieux. Merci beaucoup, Benoît Hamon. Des nouvelles de Martine Aubry, la Voix du Nord est sur ce plateau. Je pense qu'Hervé Fabre en a plus que moi. Merci beaucoup, Benoît Hamon. On passe au débrief de l'actualité. Yves Tréhard, Denis Jambard, dans un instant. Voilà, Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin à Challenge, ainsi qu'Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour sur ce plateau. Cyril. Bonne journée, c'est en direct. Yves Tréhard, pas un mot dans l'intervention du président de la République hier au soir, pas le mot gilet jaune. Non, écoutez, je pense que tout le monde avait compris. Ça s'adresse aux Français, hein. Non, là où c'est plus intéressant, j'ai retenu ce que Benoît Hamon disait, rien sur les fonctionnaires. Et ça, c'est vrai que ça peut être un souci, parce que les dernières, les propositions qu'il a faites hier touchent peu les fonctionnaires, en fait. Et les fonctionnaires, il va y avoir un dossier qui s'annonce, qui est très important et très compliqué, c'est celui des retraites. Si tant est que l'agenda soit respecté, il va sans doute être reporté un petit peu. Mais dans le cas des retraites, il va y avoir justement cette distinction entre agents de la fonction publique, et c'est le sujet principal. Homogénéisation des retraites. Voilà. Après, qu'il ne parle pas des gilets jaunes, je trouve ça assez normal. D'abord, c'est quoi un gilet jaune? Vous avez des gilets jaunes façon Wauquiez, un peu amnésiques, qui oublient qu'ils l'ont porté, puis là qui sont plus radicaux et qui le portent. Non, ce qu'il a fait surtout, c'est qu'il a pris la mesure du malaise social qu'il y avait, parce que je vous rappelle qu'il y a les gilets jaunes qui sont sur le terrain, qui occupent et tout, mais il y a aussi le soutien, selon les sondages, d'une partie des Français. Et je pense ce qui était important, c'est qu'il fallait faire en sorte que ce soutien, justement, faiblisse. Et je pense qu'avec les mesures qu'il a annoncées hier, il y a probablement matière à un affaiblissement du soutien. Et à ce moment-là, ça va devenir de plus en plus insupportable de voir la France occupée ici et là. Il a enfoncé un coin entre les gilets jaunes. En tout cas, c'était l'objectif, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'était l'objectif du chef de l'État, clairement, hier soir. Avec quand même 8 à 10 milliards mis sur la table. Alors après, c'est de la macroéconomie, et comment ça ruisselle, ça, après, les gens ont toujours l'impression que c'est pas grand-chose au bout du tuyau. C'est clair que c'est toute la stratégie. Va-t-il parvenir à calmer la crise? C'est tout l'enjeu. Après, il y a la question de sa propre personne. Moi, je crois que ce quinquennat, malheureusement, va se poursuivre sans que se passe grand-chose, parce que sa personne est atteinte. Et ne crois pas que hier soir, s'il pensait à lui-même, il ait réussi à changer le cours de cette impopularité massive. Comment pourrait-il le faire quand on voit que ses prédécesseurs n'y sont pas arrivés, alors qu'ils n'avaient pas à gérer une crise comme ça? Et en plus, la conjoncture économique ne le sert pas, je l'ai déjà dit. Malheureusement, on est dans une période où la croissance mondiale est en train de diminuer, et on sait bien que même en Europe, elle sera de 2% cette année. Nous, on fait prévision 1,6%,
Et d'après ce que j'ai entendu de monsieur le maire, on va faire un 5, puisqu'on va perdre 0,1 point avec ce qui s'est passé. Le coût économique de ces 4 semaines est considérable. On aura peut-être perdu beaucoup plus d'argent que si on avait supprimé tout de suite la taxe sur l'essence. Ça vient trop tard. Ça vient tard. Oui, bien sûr que ça vient. Et s'il avait, si le gouvernement et le président de la République avaient agi tout de suite, on ne serait peut-être pas allé vers ces dérives qui sont tout à fait désagréables, parce que c'est psychologique aussi. Il y a cette violence qui a accompagné le mouvement, qui est détestable. Enfin bon. Alors, deux choses l'une. Là, il a une réponse économique. Là. Après, il y a la réponse politique qu'il a promise, en compagnie des maires, qu'il a remis en selle, si je puis dire. Mais cette réponse politique sera-t-elle suffisante ? Est-ce que, même si le mouvement des Gilets jaunes, je suis d'accord avec Denis, s'arrête, il y a quand même un malaise. Et ce malaise, vous l'avez vu, il tient d'une part, chez les Gilets jaunes, au pouvoir d'achat, mais il tient d'autre part, c'est on a faim et on veut parler. Donc il y a la deuxième partie, c'est tout le système des conférences de territoire qu'il veut organiser, tout ça. Sur quoi ça va déboucher, ça ? Si la crise politique ne se dénoue pas, il va être obligé de procéder soit à une dissolution de l'Assemblée nationale, soit à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera un Premier ministre de cohabitation. Ça veut dire la formation d'un nouveau gouvernement. Ça veut dire que le pouvoir ne serait plus à l'Élysée, mais serait, même sans élection, serait à Matignon. Vous pensez à qui ? Vous avez des noms ? Oui, il y a Gérard Larcher, le président de cette belle institution. Quand on l'écoute, en plus, on se dit que c'est tout à fait possible. Xavier Bertrand, un gaulliste social, en fait. Vous voyez, c'est ça qui pourrait faire l'affaire. Soit la troisième solution, c'est évidemment la démission, mais ça, j'y crois pas du tout. Mais il y a quand même le problème politique qui va se poser. Alors, il a une chance, c'est qu'il n'a aucune opposition. L'opposition sont dans les choux. Il y a eu un sondage qui a été fait par un institut qui montre que si demain il y avait une liste Gilets jaunes, ce que je ne pense pas, aux européennes, elle est déjà à 12-13%. Et ceux qui payent le plus dans cette affaire, c'est le Front National, le Rassemblement National et la France Insoumise, précisément. Mais vous voyez qu'aucun parti ne profite des problèmes d'Emmanuel Macron. Denis Jambas. Oui, moi je crois qu'en effet les difficultés sont encore devant lui. J'ai été étonné parce qu'il y a une demande générale chez les Gilets jaunes qui était la création d'un référendum d'initiative populaire. C'est une manière de dire au président, écoutez, donnez-nous un moyen de dire des choses. Ça, c'est une réforme qui ne lui coûtait pas grand-chose, qui est en débat depuis des années. Après, ce référendum, ça dépend où vous mettez le niveau. Si vous mettez à 5 millions de signatures, avant de les recueillir... Elle va peut-être sortir des conférences de territoire. Alors, oui, mais j'ai été étonné, puisqu'il a mis sur la table, comme on dit désormais, la question des institutions. Pourquoi il n'est pas dit... Et on débattra de ce référendum d'initiative populaire. Moi, j'étais très frappé dans tous les contacts que j'ai pu avoir comme ça avec les Gilets jaunes. C'est une demande qui arrive pratiquement partout. Pourquoi elle est très exprimée et elle répond à ce que disait Yves, à ce besoin d'expression. Ce sont des gens qui ne parlaient pas, depuis très longtemps et qui tout d'un coup... et qu'on ne faisait pas parler. Et qui tout d'un coup... parlent et ont le sentiment de ne pas être suivis, mais en tout cas écoutés, entendus et soutenus. Ouais. C'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est comment les faire, au fond, rentrer chez eux et retrouver leur solitude. Vous savez, il y a un côté festif aussi dans cette affaire-là. La consommation d'alcool a beaucoup augmenté ces derniers temps. Le mot immigration utilisé hier soir en plein pacte de Marrakech. Il a eu raison. Pourquoi ? Parce que nous, on voit, et on le dit, il y a une crise d'ordre démocratique sur l'expression, il y a une crise sociale, pas assez de pouvoir d'achat, mais il y a une troisième crise, j'en suis sûr, là derrière ça. Il y a quand même une crise identitaire. Même si elle apparaît peu, c'est quand même la révolte, pardon de l'expression, elle n'est pas très agréable, mais des petits blancs quand même, beaucoup. Vous allez sur les ronds-points, vous voyez bien que c'est quand même ce peuple justement qui ne parle pas, à qui on n'a pas donné la parole, qui est hors de tout communautarisme, hors de tout clientélisme et tout ça. Et je pense que c'est quand même une révolte des territoires, enfin de l'appartenance, notre rond-point. Il y a toute une symbolique derrière ça. On a vu samedi d'ailleurs que, effectivement, en région, dans les territoires, ça bougeait plus, Denis Jambas. Ils se sont rassemblés, ils ont fait connaissance, ils ont vu qu'ils avaient les mêmes problèmes les uns les autres. Ils étaient très solidaires. Et je pense qu'il a eu
raison, parce que il ne faut pas se le cacher, il y a quand même un problème sur le contrôle de l'immigration en France, et il a eu raison d'évoquer, ne serait-ce que le mot. Après, il n'a rien dit de spécial, mais le mot, et c'est vrai qu'il a raison de l'avoir dit. 20 secondes. Oui, je partage ce point de vue. En fait, il veut examiner tous les problèmes de la France dans ses conférences locales, je ne sais pas comment il va appeler ça. Donc essayer de repartir d'en bas, comme dirait Jean-Pierre Raffarin. Maintenant, c'est long à organiser, à mettre en place. Et pour calmer le jeu, c'est pas si simple que ça. Et en effet, pour redevenir au début, on va voir dans les sondages s'il a réussi, disons, à désamorcer l'opinion favorable au mouvement des Gilets jaunes. Merci. Si ce mouvement n'est plus soutenu, eh bien peut-être qu'il s'étiolera. Merci Denis Jeanbart, éditorialiste à Nice Matin à Challenge. Et Yves Traer, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci. Éclairé. On passe aux Zap Matin, on regarde ensemble ce qui s'est passé dans les journaux télévisés, les émissions politiques, évidemment les reprises sur ce qu'a dit le président de la République et les matinales d'infos de ce matin. A tout de suite. Ce matin à l'Elysée, Emmanuel Macron recevait l'ensemble des corps intermédiaires. Une première depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Il nous a écoutés. On entendra ce soir, on écoutera ce soir si nous avons été entendus. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. C'est une révolte au départ de la pression fiscale et administrative de ce pays. Il est indispensable de donner des signaux ce soir. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charges dès 2019. Cette augmentation de 100%, elle inclut la revalorisation du SMIC qui est déjà prévue, plus le reste, ça va être la solidarité, ça va être le budget de l'État qui va permettre de compléter ces salaires. J'ai l'impression que l'intervention de ce soir, elle est absolument capitale. Oui, elle est décisive, oui. C'est quitte au double. Ces 100 € pour le SMIC, c'est les Français qui vont le payer. C'est une énorme escroquerie quand même. C'est via la prime d'activité que cette hausse du SMIC va être réalisée. Ça va laisser sur le banc d'abord tous les salariés qui sont au-dessus du SMIC et qui ont quand même des bas salaires. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important. Et il n'était pas juste. Si le président de la République veut répondre, il doit répondre à des mesures qui changent la vie aujourd'hui, pas seulement la vie demain. J'ai des doutes sur le fait qu'il le fasse. Il peut aussi en appeler aux urnes, il peut aussi en appeler au peuple. Il est des interlocuteurs naturels des citoyens qui doivent en recevoir les demandes et s'en faire les relais. Ce sont les maires. Ils portent la République sur le terrain. C'est pourquoi je rencontrerai moi-même les maires de France, région par région, pour bâtir le socle de notre nouveau contrat pour la nation. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ça, c'est des grands mots. On verra ce qu'il y a à l'intérieur. Sur des mesures de pouvoir d'achat ponctuelles, il y a des mesures de pouvoir d'achat. Par contre, il ne dit pas qui finance. On verra ce que le Premier ministre dira. Parce que si c'est financé par de la dette, c'est donc financé par le futur pouvoir d'achat. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le dialogue, le respect, l'engagement, nous réussirons. Voilà, dans un instant, c'est la troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire et politique. A tout de suite.